Que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis? Les deux parties semblent, d'une certaine manière, se préparer à un nouveau cycle de conflit. Il s'agit d'une guerre économique que Scott Bessent et Donald Trump ont décidé de mener afin de faire pression sur l'économie iranienne et de provoquer son effondrement. L'objectif principal est d'isoler l'Iran. C'est l'élément central de leur stratégie. Et il y a quelques instants, Donald Trump a publié que l'Iran était en train de s'effondrer complètement. Il a publié ceci il y a tout juste 20 minutes. Quand on regarde ça, je me souviens qu'on avait parlé de la situation autour d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis, et vous critiquiez les arguments en faveur de cette guerre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On passe à une guerre économique, comme lors du premier mandat de Donald Trump. Si vous vous en souvenez, en 2017-2018, il a commencé à se retirer du JCPOA et à exercer une pression énorme sur l'économie iranienne. En gros, on en revient à ce point-là. Quelle est votre lecture de la nouvelle stratégie de Scott Bessent et Donald Trump? De toute évidence, il ne pense pas que l'Iran soit en train de s'effondrer. Parce que si l'Iran s'effondrait, il n'y aurait pas besoin de sanctions. Donc, je pense que ces sanctions sont peut-être la stratégie de sortie de Trump pour se retirer de la guerre. Comme vous l'avez dit, dans cette escalade de représailles, nous ne nous en sortions pas très bien. Et Trump ne trouve pas comment en sortir. Alors il a déclaré que la guerre, désormais, ce sont des sanctions économiques. Il peut donc imposer des sanctions, faire semblant que l'Iran s'effondre et arrêter les opérations militaires. C'est peut-être ça. C'est la manière pour Trump de sortir du conflit sans donner l'impression qu'il a subi une défaite. Il a simplement changé la nature du conflit en passant de l'action militaire aux sanctions économiques. Donc, je pense que c'est une explication raisonnable. C'est sa stratégie de sortie. Il a dit aujourd'hui que le Trésor américain prévoyait d'élargir les sanctions secondaires contre les pays et les entités qui font des affaires avec l'Iran. Cela inclurait des mesures qui rendraient passibles de sanctions les activités dans certains secteurs de l'économie iranienne. Et c'est la raison, vous savez Paul. En gros, ils parlent d'isoler l'Iran. Cela signifie qu'ils vont faire pression sur la Chine, sur tous les pays autour de l'Iran. Mais jusqu'où cela va-t-il marcher pour eux? La Chine a déclaré qu'elle ne se souciait pas des sanctions. Oui, je ne pense pas. Enfin, ça dépend, Nima, de savoir si les pays acceptent ou non les sanctions. S'ils les acceptent, cela peut isoler davantage l'Iran. Mais ça nuit aussi à ces pays, parce que s'ils commercent avec l'Iran, c'est qu'ils y voient un intérêt. Donc ce que font les sanctions, c'est qu'elles imposent à Washington le coût d'agacer et de compliquer la vie de nombreux autres pays. Washington se constitue donc simplement un portefeuille de pays mécontents de lui. Ça marche dans les deux sens. Ça ne nuit pas seulement à l'Iran, si tant est que ça lui nuise. Ça nuit aux États-Unis, parce que l'Inde va-t-elle respecter ses sanctions, et le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Si c'est le cas, pourquoi demande-t-il à l'Iran de rejoindre leur alliance? Je ne vois pas ces sanctions autrement que comme la stratégie de sortie de Trump d'une action militaire qu'il a perdue et dans laquelle il n'a aucun moyen de réussir. Il ne peut rien faire, à moins d'utiliser des armes nucléaires. Donc, il veut se retirer. Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. À mon avis, ce sont surtout des paroles. Je pense que les gens vont soit ignorer les sanctions. Enfin, comment Trump impose-t-il des sanctions à l'Inde? Comment fait-on ça? Comment les impose-t-il à la Chine? Donc je ne pense tout simplement pas que ça veuille dire quoi que ce soit. C'est juste une porte de sortie.
Le problème s'étend d'une certaine manière en Asie occidentale pour les États-Unis, en raison aussi des tensions croissantes en Syrie. Israël attaque les positions turques en Syrie, dans le nord du pays, et des discussions ont lieu en coulisses entre les deux parties, la Turquie et les États-Unis, et peut-être aussi Israël. Le problème, c'est que Donald Trump a commencé une nouvelle guerre. Vous savez, quand vous faites venir des forces dans la région, quand vous cherchez à faciliter l'agenda israélien dans la région, ça veut dire que jusqu'où vont-ils aller? La question, à mon avis, serait jusqu'où vont-ils aller en Syrie? Est-ce que ce sera la même chose? Nous savons que la Turquie ne va pas reculer. Elle s'est opposée à l'Iran et à la Russie en Syrie. Et vous savez parfaitement ce qui s'est passé en Syrie. Après avoir fait la paix avec l'Iran et la Russie, elle les a ensuite trompés. Elle a envoyé ses forces de HTC en Syrie et elle a facilité la chute du régime Assad, la chute du soi-disant régime d'Assad. Mais le problème, c'est qu'Israël ne veut pas. Israël veut rester en Syrie. Et Israël voit la présence de la Turquie en Syrie comme une menace pour sa position. Comment voyez-vous l'évolution de ce front parallèlement à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et à Bab el-Mandeb? Oui, eh bien, je dirais que si Israël annonce qu'il reste dans la partie de la Syrie qu'il occupe, c'est parce qu'elle fait partie du Grand Israël. C'est la même chose qu'ils font dans le sud du Liban. C'est la même chose qu'ils ont faite à la Palestine pendant 79 ans. Vous occupez un territoire, vous le transformez progressivement en territoire israélien, puis vous en occupez davantage. Et c'est ce qui se passe. Donc la vraie question est, qui s'y oppose? Et ceux qui s'y opposent, vont-ils laisser cela se poursuivre? On suppose que les Iraniens s'y opposent, en particulier à l'absorption par Israël de parties du Liban. Je pense que les Iraniens s'opposeraient aussi à l'absorption par Israël des parties de la Syrie qu'il occupe et que les Turcs s'y opposeraient également. Il y a donc là la perspective du déclenchement d'une nouvelle guerre, d'un nouveau conflit. À mon avis, Israël ne fait pas le poids face à la Turquie et à l'Iran. Et s'il ne peut pas compter sur les États-Unis, c'est un conflit dans lequel il ne peut pas se permettre de s'engager. Et je ne sais pas quelle serait la position de Trump. Je pense qu'il veut vraiment se retirer de ces conflits. C'est vrai que les Israéliens peuvent exercer une pression énorme sur Trump et sur le Parti républicain. Mais la position dont Israël a bénéficié aux États-Unis s'affaiblit. Elle s'effrite un peu. Les démocrates qui réussissent et qui remportent les campagnes pour obtenir un siège à la Chambre des représentants ou au Sénat sont anti-Israël. Nous avons un musulman qui se présente au Sénat américain dans le Michigan, je crois. Il a complètement battu le candidat de l'establishment démocrate, qui était en poste depuis plusieurs années. On voit de plus en plus de républicains s'inquiéter de leur soutien de la part de l'AIPAC, le lobby israélien. La semaine dernière, un candidat républicain au Sénat a demandé à l'AIPAC de ne pas faire campagne en sa faveur. Autrement dit, il a peur que, s'ils font campagne pour lui, on le taxe d'agent israélien et qu'il perde l'élection, parce qu'il se présente dans un État qui compte désormais une importante population musulmane. Ce que nous voyons là, c'est une justice poétique. D'où viennent tous ces musulmans? Ce sont des réfugiés des guerres menées par Washington pour Israël au Moyen-Orient. Ce sont les réfugiés de Libye, d'Irak, de Syrie. Ils ont afflué aux États-Unis et aujourd'hui, ils constituent une force politique. Donc, en ce sens, l'utilisation par Israël des États-Unis pour débarrasser de leur population les pays du Moyen-Orient opposés au Grand Israël a eu pour conséquence que ces populations viennent ici et sapent le contrôle d'Israël
sur les deux partis politiques américains. L'un des partis prend ses distances, et nous avons maintenant des candidats républicains qui disent « Hey, l'AIPAC, ne faites pas campagne pour moi, je perdrai l'élection ». Je soulève donc ce point, Nima, pour vous montrer que la capacité des États-Unis à continuer d'intervenir au nom d'Israël pourrait être limitée et toucher à sa fin. Cela pourrait être plus difficile, surtout que Trump a déjà subi un revers avec l'Iran. Donc, comme vous l'avez dit, le fait que l'alliance de la Mecque, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan ait invité l'Iran à en faire partie montre un changement incroyable. Cela montre que l'Arabie saoudite veut apparemment se retirer du conflit au Yémen, parce que le Yémen est un allié de l'Iran. Cela indique que si l'Iran rejoint une telle alliance, je veux dire, ce serait une alliance massive. Il y aurait un nombre énorme de personnes. Et le Pakistan possède l'arme nucléaire. La Turquie a une véritable armée. Les Israéliens ne feraient pas le poids face à cette alliance. Ils ne font même pas le poids face à chacun des pays qui la composent. Peut-être l'Arabie saoudite. Donc tout cela semble ouvrir une nouvelle possibilité, que tout se retourne contre Israël et mette un terme à ce programme d'expansion sioniste. Il me semble qu'au vu de l'évolution de la situation, Israël va devoir mettre son programme sioniste au placard ou y renoncer. Il est simplement difficile de savoir lequel des deux. Avec 3 séries d'élections qui approchent dans quelques mois, nous y verrons plus clair. Nous verrons comment les Israéliens perçoivent cela lorsqu'ils voteront. Nous verrons comment la population russe réagit. Et nous verrons comment les Américains réagissent à Trump. Manifestement, le mouvement MAGA a été affaibli par Trump et par la guerre contre l'Iran. À quel point a-t-il été affaibli? Il est possible que les démocrates, en élisant des radicaux lors des primaires, aient produit des candidats que la population dans son ensemble n'acceptera pas, même s'ils sont les préférés du Parti démocrate. Ils peuvent perdre. Et donc, Trump pourrait ne pas en payer le prix, simplement à cause des candidats que les démocrates ont présentés et qui ont remporté les primaires. Il faudra donc voir. Mais clairement, ces changements m'encouragent. Ce sont de vrais changements et ils peuvent avoir des conséquences très importantes. Je ne suis pas sûr, et je n'ai vraiment aucune idée, de la raison pour laquelle l'Iran hésite à rejoindre l'Alliance. Il est difficile de voir ce qu'il aurait à perdre en la rejoignant. En revanche, ce qu'il y gagne paraît évident. Cela donne à Israël et aux États-Unis une cible impossible à atteindre. Et si ces pays sont alliés à l'Iran, ils ne soutiendront en aucun cas des sanctions. Et si les États-Unis pensent pouvoir sanctionner un bloc aussi puissant, c'est complètement fou. D'autant plus que la Russie et la Chine ont tout intérêt à soutenir ce bloc. Alors, je ne sais pas ce que pensent les Iraniens, et je n'ai aucun moyen de... J'avais des contacts là-bas avec Press TV, mais ils semblent avoir disparu. Donc, vous avez les contacts, alors vous pouvez nous expliquer d'où vient l'hésitation de l'Iran. Je ne vois aucun avantage à ne pas rejoindre l'Alliance. En revanche, je vois beaucoup d'inconvénients à ne pas la rejoindre. Mais s'ils la rejoignent, je pense que tout est joué. Enfin, que peuvent faire les Américains et les Israéliens? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas affronter une telle alliance. Enfin, les Turcs, les Iraniens, les Pakistanais, les Saoudiens, cela représente combien de millions de personnes? C'est probablement plus que la population américaine. Et ils disposent de l'arme nucléaire. Et vous savez, l'intérêt de la Turquie. Je n'ai jamais compris pourquoi la Turquie pensait vouloir faire partie de l'Europe ou s'aligner sur l'OTAN. Sinon, elle se retrouve isolée. Sa place est avec les musulmans du Moyen-Orient. On voit bien en quelque sorte que c'est une affinité naturelle,
Une affinité avec l'Europe, en revanche, ne l'est pas. Vous savez, les Turcs ont été arrêtés aux portes de Vienne au XVIIe siècle, mais ils ont continué d'occuper le Moyen-Orient jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. Donc, à mesure que les choses évoluent, vous pourrez nous expliquer quelle est la réflexion de l'Iran, celle du gouvernement iranien, ou la raison de son hésitation à saisir ce qui me semble être un bloc complet contre Israël et les États-Unis. Et ce serait la réponse parfaite à la dernière vague de sanctions américaines. Le point que vous avez mentionné sur la population, si l'on additionne l'Iran, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite, cela représentera 6% de la population mondiale. Cela fera 478 millions de personnes. C'est beaucoup. Cela représente au moins 100 millions de plus que les États-Unis. C'est probablement aussi important que la population européenne. Donc, oui. Et c'est une puissance nucléaire. C'est donc extrêmement redoutable. Et cela occupe une position stratégique d'une importance vitale pour la Russie et la Chine. Cela devient donc de fait une alliance de facto avec la Russie et la Chine. Je pense que ça change tout l'ensemble du monde. Tout vient de changer. Alors j'espère que les Iraniens ne sont pas en train de gâcher une occasion. C'est le genre d'occasion qui se présente rarement dans l'histoire, me semble-t-il. Alors tenez-nous informés. Mais vous savez, 450 millions de personnes, qu'est-ce que ça représente? Ça fait environ... C'est presque 480 millions, d'accord. Donc c'est 3 fois la population de la Russie. Oui, on approche de la moitié de la population de la Chine. C'est un ensemble énorme, remarquablement bien situé, et vous contrôlez toutes les voies navigables importantes. Je ne comprends pas quelle difficulté l'Arabie saoudite, enfin l'Iran a accepté cet accord. À ma connaissance, c'était technique. Ils voulaient connaître tous les détails de cet accord. C'est pour ça qu'ils hésitaient un peu à s'y associer ou à en parler. Eh bien, si les autres veulent les intégrer, ils leur donneront les détails. Mais ils ont dit que nous devions, vous savez, les informer à l'avance, et ce depuis le début des discussions. C'était le reproche formulé par le chef du Conseil de sécurité nationale iranien. Eh bien, j'imagine que les Iraniens veulent s'assurer que ce soit contraignant, que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que ce soit vraiment concret. Exactement. C'est bien là le problème. Oui. Et si c'est réel, alors le monde a changé. Et on n'entendra plus parler d'hégémonie américaine ou européenne au Moyen-Orient. Elle aura disparu pour toujours, ce qui serait une bonne chose.